Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs dans 60 minutes pour comprendre sur Médien TV. Nous sommes en direct et nous sommes le vendredi 18 décembre. Vous le savez, tous les soirs de la semaine, nous essayons de vous donner des clés de lecture, de décryptage de ce qui fait l'actualité nationale et internationale. N'hésitez pas, comme tous les soirs, à réagir sur les réseaux sociaux, la page Facebook de Médien TV ou sur le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont M. Abslam Zesli, vous êtes directeur du Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation de la région Rabat-Salé-Zmour-Zahir, qui sera bientôt Rabat-Salé-Knetra. Ali Boutwala, vous êtes membre du bureau national du syndicat national de l'enseignement. Vous êtes également professeur d'économie de l'éducation au centre de formation des inspecteurs d'enseignement de Rabat. Et enfin, Mehdi Lehlou, professeur à l'INSEA et ancien membre du bureau national du syndicat national de l'enseignement supérieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Ils devaient faire leur rentrée le 12 octobre dernier, mais à l'heure où nous vous parlons, ils boycottent toujours les cours. Ils, ce sont les futurs enseignants qui multiplient les sit-ins et les marches pour protester contre 2 décrets adoptés par le gouvernement en juillet dernier. Hier, une marche a réuni justement à Rabat près de 3000 de ces étudiants soutenus par des groupes parlementaires, opposition et majorité confondues. Quelles sont les raisons de cette mobilisation? Quelles sont les revendications de ces étudiants? Qu'est-ce qui motive la décision du ministère? Et quelle est la vision du ministère dans la gestion des ressources humaines dans l'enseignement? Peut-on aller vers une sortie de crise? Formation des enseignants vers une année blanche, c'est le titre de l'émission de ce soir. Grève, sit-in, boycott de cours, des centaines d'enseignants stagiaires au Maroc sont en colère. En cause, 2 décrets adoptés en juillet dernier dont ils réclament le retrait. Le premier de ces décrets controversés sépare la formation du recrutement, en mettant un terme à l'intégration automatique des enseignants stagiaires dans la fonction publique, en vigueur depuis des décennies. À la place, il faut repasser un concours qui permet l'accès à l'enseignement dans le public. Pour les enseignants stagiaires, c'est une mesure injuste. Ils arguent que l'accès au centre de formation se fait déjà par sélection avec un concours écrit et oral. Réponse du ministère, les enseignants stagiaires sont formés non pour une administration en particulier, mais pour contribuer à la réalisation d'un chantier de tout un pays. Toujours selon le ministère, ce décret vise à résoudre le problème du recrutement des enseignants en mettant en adéquation les postes budgétaires avec le nombre d'étudiants stagiaires. C'était jusqu'ici impossible à faire car le concours d'entrée au centre de formation était organisé en juillet alors que le nombre de postes budgétaires n'était connu qu'au mois de décembre. Le deuxième décret incriminé a réduit de moitié les bourses mensuelles, passant de 2450 dirhams à 1200. Logique, assure le ministre de l'Éducation nationale, car ces étudiants ne sont plus recrutés comme des enseignants stagiaires, mais comme de simples étudiants. Dans leur combat, les enseignants stagiaires sont fortement soutenus par les syndicats. Le secteur de l'Éducation nationale souffre actuellement d'une insuffisance des ressources humaines estimée à 15 000 postes budgétaires. Un nombre record de départs à la retraite a été enregistré l'été dernier. Qui va donc remplacer ces retraités ? La question se pose d'autant plus que le département de Rachid Belmokhtar a donc pris la décision de ne pas recruter tous les futurs professeurs. Pour ses détracteurs, sa politique risque de créer une nouvelle catégorie de chômeurs et de favoriser l'encombrement des classes, qui comptent déjà parfois jusqu'à 50 élèves, ou encore de mener à la suppression de certaines matières. Bien, nous allons donc essayer de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui se cache finalement et essayer de comprendre pourquoi cette mobilisation des futurs enseignants, de comprendre aussi comment on devient un enseignant et de comprendre voilà la volonté qu'il y a derrière ces 2 décrets. Alors déjà première question, rien que d'un point de vue médiatique, on a l'impression que cette grève n'a pas fait écho. Si on peut prendre le parallèle avec la mobilisation des étudiants en médecine contre le service sanitaire obligatoire, on a l'impression que c'est très faible. Est-ce que vous avez cette même impression? Oui, bonjour. Ravi d'être aujourd'hui dans cette émission pour qu'on puisse faire des éclaircissements sur cette grève, sur ce problème qui vient de se surgir cette année, au début de l'année de la formation. Et comme vous l'avez signalé, il s'agit d'une grève d'une promotion de stagiaires qui sont entrés dans ces centres de formation après un concours qui a été organisé au début de fin août, début septembre, et qui devrait être en classe le 12 octobre dernier.
Pratiquement, tout a été fait de manière normale, les préparations de l'oral, l'écrit, c'est-à-dire le concours en général. Et puis la rentrée s'est faite dans les délais prescrits selon les notes qui organisent ça. Et après 2 semaines, tout allait à la normale, depuis le 12 jusqu'au 28. 28 octobre, eh bien, il y avait le début de ce que vous aviez ce que vous avez appelé le commencement d'une grève de ces stagiaires à l'échelle nationale. Il y avait le commencement, bien sûr, dans certains centres, puis petit à petit, avec la première semaine de novembre, cette grève s'est élargie sur l'ensemble des centres. Bien sûr, ceci dit, on peut dire que le pourquoi de cette grève. Cette grève, pour ceux qui sont en grève, ils disent qu'ils sont contre 2 décrets du gouvernement, de l'exécutif, l'un qui sépare la formation des recrutements et l'autre l'abaissement de la bourse. Ces 2 décrets, à l'avance, ont été adoptés par le gouvernement au 23 juillet. Oui. C'était le 23 juillet. Et le 25, il y avait un communiqué très clair pour tous les citoyens marocains qui explique le pourquoi de ces décrets et comment doit s'organiser l'année 2015-2016 pour la formation des futurs enseignants. Donc, tout a été dit, clarifié par ces 2 décrets. Et on a passé au concours avec la note ministérielle qui datait du 29 juillet, c'est-à-dire les dates sont en concordance et vous voyez comment ils sont liés, comment ils sont ordonnés. Mais le concours a été passé dans des conditions normales, comme je vous avais dit, et la rentrée a été faite de la même chose. Et nous n'avions reçu aucune réclamation au début. Jusqu'au 28, il y avait cette grève et cet arrêt de cours. C'est le 28 juillet. Le 28 octobre. C'est comme ça que le début des revendications a commencé. Alors, on va revenir bien sûr sur le contenu de ces décrets, est-ce que ça implique, et puis essayer de comprendre comment sont formés nos enseignants, parce qu'on parle de concours, on voit de quelle manière et quel cursus, on va venir vous arranger ça, et le cursus dans lequel les enseignants, les futurs enseignants doivent suivre. Je vous ai posé une question au début, juste par rapport au traitement. On a l'impression que ça fait pas beaucoup d'écho. Est-ce que c'est juste une impression ou par rapport à... Je prends encore cette comparaison par rapport aux enseignants, aux étudiants en médecine. Bon, d'abord, je vous remercie d'avoir invité le syndicat national d'enseignement affilié à la CDT à ce débat. Justement, la grève à Paris n'a pas le même écho que la grève des étudiants médecins, mais cette grève n'est pas médiatisée assez comme l'a été la grève des étudiants médecins. C'est une question, on ne sait pas pourquoi, surtout au niveau des médias, de la télévision, de la radio. Bien sûr, dans la presse écrite, on en parle beaucoup, mais au niveau des médias, bien sûr, on n'en parle pas assez. Ça, pour moi, c'est une explication. Mais au niveau de l'explication, mais c'est un constat. C'est un constat. Mais par rapport à ça, pour qu'on puisse après enclencher sur l'explication. La mobilisation est presque la même. C'est un constat. Il y avait la grève des étudiants médecins ou des médecins étudiants. Il y a eu aussi les événements de Tanger, du nord du Maroc, au sujet de la question de l'augmentation des factures de l'eau, de l'assainissement et de l'électricité qui ont occupé le terrain et occupé une partie des membres du gouvernement pendant un moment. Et puis il y a cette grève qui, de mon point de vue, n'est pas surprenante. Elle n'est pas surprenante en ce sens qu'elle s'inscrit dans une démarche qui est double. Une double démarche. La première, c'est que le gouvernement, et depuis de longues années, a décidé d'abaisser fortement les subventions ou les moyens accordés à l'enseignement, et notamment à l'enseignement primaire et fondamental. Alors juste dans le projet de loi de finances 2016, une baisse de un peu plus d'un point, qui fait 1 milliard de dirhams. Et pour y arriver, il faut commencer par bloquer les recrutements, et donc d'où l'idée de lier le recrutement à ce niveau-là, alors que ces enseignants rentrent après un concours et qu'ils sont supposés passer après directement dans les classes où ils devraient enseigner. Et donc là, on les bloque par un concours.
Le deuxième élément, c'est de l'abaissement des subventions qui leur sont accordées, qui devient pratiquement une bourse insignifiante. On passe de 2400 à 1200 dirhams. Alors cela a un double effet. Le premier effet, c'est de dire à ces enseignants, vous ne servirez à rien. La preuve, vous avez beaucoup moins que le SMIC. Et deux, c'est faire en sorte que tous les postulants éventuels pour entrer dans l'enseignement, pour devenir des maîtres dans les écoles marocaines, ben évidemment, voyant ce type de traitement, voyant cet abaissement déjà au niveau de la base, ben évidemment, cela empêche de recruter. Et cela rentre dans un troisième volet, c'est que l'État, le gouvernement n'a plus besoin de renforcer le secteur public. Aujourd'hui, il y a une tendance vers la privatisation de l'enseignement. Et lorsqu'on parlera tout à l'heure des chiffres de leur évolution au cours des 5-6 dernières années, ce qui se passe à ce niveau-là est la traduction exacte de ce qu'on veut de l'enseignement dans son ensemble, c'est-à-dire abaisser le niveau de l'enseignement public, abaisser les recrutements, abaisser le nombre des personnes recrutées pour assurer les enseignements, et puis dire, regardez, l'enseignement public est mauvais, il n'a pas les ressources qu'il faut, et d'ailleurs l'État ne peut pas aller vers le privé. On va présenter un certain nombre d'éléments pour le dire. Et ça ne préjuge nullement de la qualité de l'enseignement. Là, on est seulement au niveau du nombre, au niveau des personnes. Alors justement, parce que la problématique qualitative est encore plus importante. Alors la problématique qualitative, elle est importante. C'est dans la vision stratégique qui a été formulée. On a parlé d'école de la qualité, d'école de l'équité, de la révision des programmes, des curricula, des méthodes pédagogiques, et de la promotion sociale. Ça sont vraiment les 4 piliers de la vision stratégique pour l'éducation. Mais juste, est-ce qu'on n'est pas face à une espèce de cynisme? Quand je vois aujourd'hui que les décrets sont passés en juillet et qu'aujourd'hui, les étudiants, ces futurs enseignants, dans leur mobilisation, sont soutenus par des groupes parlementaires, mais aussi bien de l'opposition que de la majorité. Opposition et majorité, c'est bien, à moins que je me trompe, c'est bien eux qui votent les lois au Parlement. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est passé sous silence? On n'a pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur des décrets, ou on se rend compte, on se réveille aujourd'hui? Bon, en ce qui concerne les 2 décrets, je vous ai dit qu'ils sont passés dans des conditions dans lesquelles je vous ai déjà dit les dates et la rentrée parlementaire était après, bien sûr, ces 2 décrets. Donc, mais le pourquoi de la majorité ou bien l'opposition, pourquoi ils sont là, je ne sais pas. J'ai pas exactement ceux qui sont pour soutenir ces stagiaires en grève ou ceux qui sont contre. Mais ce qui est officiellement affiché, il y a un communiqué du gouvernement qui explique clairement le 19 novembre passé, qui dit que ces 2 décrets sont des décrets officiels et que nullement le gouvernement peut revenir sur ces 2 décrets-là. Et le ministre aussi de l'Éducation, dans une question au niveau du Parlement, il a bien explicité cette question-là. Maintenant, on peut revenir. Quand même, je sais pas. Si on observe, c'est quand même un point qui n'est pas anodin. C'est-à-dire que, à mon avis, ça reflète l'embarras des forces politiques parce que, d'une part, il y a une légitimité évidente pour ces étudiants parce qu'ils manifestent, ils réclament, ils revendiquent des revendications légitimes. Parce qu'ils se trouvent dans une situation... Là, il y en a 2, c'est clair. On n'est pas... Voilà, et d'autre part, et donc, il y a une responsabilité évidente du gouvernement. Il y a une responsabilité évidente du gouvernement et surtout du ministère de l'Éducation nationale qui a conçu ces décrets. Normalement, dans la conception des décrets, dans la promulgation de loi, on doit d'abord tenir compte des intérêts, l'origine des intérêts de la population, des intérêts des concernés, de l'avenir du pays, de la nation. Et donc, on doit tenir compte, surtout, par exemple, au Maroc, on est dans un paradoxe, dans un grand paradoxe. D'une part, il y a un chômage de longue durée des diplômés, et de l'autre, il y a des déficits énormes
au niveau de la fonction publique, au niveau du secteur de la santé, au niveau du secteur de l'enseignement. C'est-à-dire nous avons encore besoin de beaucoup d'enseignants, de beaucoup d'infirmiers, de beaucoup de médecins, de beaucoup d'ingénieurs, alors qu'il y a vraiment une crise, il y a vraiment un blocage, donc surtout problème de l'employabilité. Ça me rappelle cette histoire du Fonds de développement rural qui a fait récemment un gros incident au niveau du gouvernement. Le chef du gouvernement qui signe un projet de loi de finances et puis qui, par la suite, lorsque le débat démarre sur le sujet, dit « Ah, ben, j'étais pas au courant que le Fonds de développement rural sera du ressort du ministre de l'Agriculture ». Et là, on a l'impression que les parlementaires votent des lois de finances, on discute un certain nombre de textes, mais sans qu'ils sachent exactement de quoi ils retournent. Ou alors c'est le ministre de l'Éducation nationale qui décide sans aucun égard à la loi de finances et sans en référer au chef du gouvernement. Maintenant, ça me rappelle deux éléments importants qu'il faut citer. Cette semaine a été publié le dernier rapport du Programme des Nations Unies pour le développement humain. Le Maroc est toujours classé 125e. Il était 129e. Aujourd'hui, il a légèrement progressé. Oui. Et si on a ce classement parmi 185 pays, c'est que le système éducatif constitue encore la mère de toutes les crises sociales et économiques au Maroc. Selon le rapport 2014 de l'UNESCO, enseigner à apprendre, atteindre la qualité pour tous, on est classé parmi les 21 pires systèmes éducatifs. Voilà, et on reviendra à un certain nombre d'éléments qui disent que notre système est une vraie catastrophe. L'autre élément, il est important. Je pense que lorsque vous avez un chef du gouvernement, lors d'une session parlementaire qui engueule, si je puis dire, son ministre de l'Éducation, et qui lui dit « vous n'avez pas été choisi pour être chef de gouvernement, c'est moi qui ai été choisi pour être chef du gouvernement, et que vous n'êtes pas habilité à prendre les décisions que vous avez prises en matière de francisation d'un certain nombre de classes », il est clair que le ministre de l'Enseignement n'a plus aucune responsabilité, n'a plus aucune crédibilité au niveau du gouvernement, ou alors c'est le chef de gouvernement qui n'en a pas. Et du coup, on se pose la question, qui est à l'origine de ces deux décrets ? Est-ce le chef du gouvernement parce qu'il cherche à rétablir les équilibres budgétaires, ou est-ce le ministre de l'Enseignement parce que dans une démarche ancienne, parce que ce ministre était déjà ministre en 1995, entre 1995 et 1997, et il avait un projet qui était légèrement différent, peut-être on pourra y revenir, qui continue sur cette démarche, qui considère finalement l'enseignement à la limite, ça ne sert pas à grand-chose et qu'on peut revenir à ce qui a été décidé au début des années 50, 60 dans notre pays. On se charge essentiellement de la formation des cadres, généraliser l'éducation, donc recruter, donc amener des ressources humaines en mesure d'améliorer la qualité d'enseignement, on n'en a pas. On n'en a pas besoin. Et donc on est dans un problème de gouvernance, de gouvernance et de démarche politique globale pour l'enseignement. Alors, il faut qu'on essaie de comprendre aussi comment sont formés nos enseignants, et puis voir si ça colle finalement, parce que quand on parle de vision stratégique pour 2015-2030, je répète encore, école de la qualité, etc. Et quand on parle de professionnalisation des acteurs éducatifs, et à un moment on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que cette vision va tenir avec ce type de décret? Comment vont impacter ces décrets concrètement, aujourd'hui, sur la formation des enseignants? Bon, il y a le volet, bien sûr, bourse, on comprend bien, on enlève des ressources, donc c'est normal, on comprend la revendication. De l'autre côté, le concours. Alors, avant qu'on explique ce premier décret, comment on devient prof? Pour que les gens qui nous regardent, c'est quand même important de savoir comment on devient prof. Et là, on parle bien d'enseignants primaires, enfin préscolaires, primaires, secondaires. Alors, c'est vraiment toute la palette de compétences dont on a besoin. Jusqu'au baccalauréat. D'accord. Merci. Donc, il faut quand même revenir à quelques points essentiels dans ce contexte pour qu'on puisse arriver enfin au concours et au processus des processus des stagiaires, comment ils arrivent dans les centres, comment se fait le concours, comment se fait la formation, comment se fait l'examen de sortie, comment se fait l'évaluation, etc. Mais au départ, vous l'avez suivi, tout le monde l'a suivi, nous sommes dans une étape de réforme et avec bien sûr du souffle différent. Donc en 2014, le ministère de l'Éducation nationale a effectué de larges concertations
au niveau national, au niveau des responsables, au niveau des associations des parents d'élèves, au niveau des experts, au niveau des particuliers, etc. Et ça dépasse 100 000 participants à ces concertations-là. Ces concertations se sont faites, bien sûr, avec une approche participative au niveau national, au niveau des régions, etc. Ce qui a amené, avec le déploiement de toutes ces concertations et aussi l'analyse du résultat de ces concertations, il y avait aussi le constat et le diagnostic. Tout le monde a mis le point, ou bien le mot d'ordre de ce constat, c'était la qualité de notre enseignement, la qualité de l'école, la qualité de nos élèves, la qualité des apprentissages au niveau des écoles. Donc, à partir de ce constat-là... Il n'y a pas besoin d'être expert pour se rendre compte de ça. À partir de... Non, mais l'approche est là. Donc, c'est un diagnostic national, c'est une participation large et auquel les enseignants ont participé, les formateurs, les parents d'élèves et tous ceux qui sont concernés par l'école. C'est ça la thématique d'aujourd'hui. C'est l'école et la qualité de l'école et le problème de la formation. Donc, à partir de ce constat, le ministère, bien sûr, va, avec la vision, donc le Conseil supérieur de l'éducation et de la formation, aussi, dans son rapport, bien sûr, a mis le doigt sur plusieurs dysfonctionnements de notre système éducatif et de notre école dans ce sens-là. Donc, dans ce sens-là, bien sûr, le décret s'inscrit dans cette dynamique de la réforme et de chercher les outils et les instruments convenables pour qu'on puisse aujourd'hui rehausser la formation de nos enseignants. Il faut qu'on passe à un autre niveau, il faut qu'on passe bien sûr à un stade de qualification de notre enseignants. La qualification des enseignants passe par d'abord, et ça a été toujours le cas, il y a une présélection, ce sont des licenciés, qui passent par une présélection, puis un concours de l'écrit, puis l'oral, et puis la formation. Attendez, juste pour bien décortiquer, je veux devenir enseignant, je passe d'abord un concours. Oui. Je passe d'abord un concours, après je commence mon cursus. Oui. D'accord. Oui. Donc là, aujourd'hui, et ce qui se passait jusqu'à maintenant, enfin ce qui se passe encore, ce qui se passe encore, c'est à la fin du cursus, c'est sanctionné par un diplôme. Oui. Bon, et je peux commencer à enseigner. Oui. Bon. Avant. Non, mais d'accord, avant. Voilà. Juste avant les deux décrets. D'accord, oui, c'est avant les deux décrets. Je vais vous expliquer un peu Alors attendez, je reviens vers vous parce que je reviens vers vous. Ici, il y a tout un historique pour comprendre ce qui se passe actuellement. Ouais. Au début, il y avait d'abord ce qu'on appelle l'école supérieure des professeurs. Dans la fin des années 60, début des années 70, on l'a. Les ENS, on les a donc annulés. On a les remplacés par les CPR, les centres régionaux de Alors, les CPR formaient surtout des professeurs pour le premier cycle. Et les ENS formaient des professeurs pour le deuxième cycle, à l'époque. Ensuite, donc, on a révisé ensuite. Donc, elle commençait avec le bac. Pour les CPR, on commençait avec le bac, ou son bac, parfois pour les matières scientifiques, la physique, les maths et les sciences naturelles. Ensuite, on a exigé le bac. Après, actuellement, avec l'expérience qui est en cours, on a demandé, donc on a exigé la licence. D'abord une licence générale, et certains ont deux licences, licence générale et licence professionnelle, obtenues à partir des ENS, justement. Et on passe le concours. Les intéressés passent le concours pour entrer dans les centres régionaux d'éducation et de formation pour obtenir un diplôme d'enseignant, un diplôme de formation d'enseignant. Actuellement, avec les deux décrets, qu'est-ce qu'elle leur dit? On va vous donner un diplôme de qualification et après, vous devez passer un concours, un autre concours, un deuxième concours pour pouvoir intégrer l'enseignement. Donc c'est-à-dire qu'en gros, que je comprenne, c'est-à-dire qu'on a déjà fait un concours, on rentre, on commence son cursus, on a déjà, ça fait la formation, on a une formation initiale. Une année de formation pédagogique, une année de formation pédagogique. C'est ce qu'on appelle une formation initiale. Bien sûr, le problème de formation, c'est beaucoup plus grave parce qu'il y a la formation initiale, la formation continue. C'est un grand problème actuellement pour la formation des enseignants d'ailleurs,
nous avons au Maroc un grand problème. Une année, ça suffit pour devenir enseignant. Non, mais je pose la question. Bien évidemment, c'est là où je vais revenir à la question de la qualité. Voilà. Moi, je ne suis pas sur ce qui se fait au niveau des formations des enseignants pour le fondamental et le secondaire, mais le constat est qu'il y a une double problématique. Une problématique d'abord que nous traînons depuis la fin des années 70, début des années 80, qui a été liée à cette problématique de l'arabisation, qui n'a jamais été une arabisation claire, bien fondée, argumentée, ni avec abandon du français, parce que l'abandon du français était lié à l'abandon de deux matières fondamentales qui étaient la philosophie et la sociologie. Et donc, en abandonnant la philosophie et la sociologie, on a commencé à dire, tiens, on va les arabiser aussi. Et donc, on a formé des générations qu'on qualifie aujourd'hui de no-langue, c'est-à-dire qui ne sont bonnes ni en arabe, ni en français. Et ce problème s'est doublé d'un autre problème qui a été de dire tous les élèves qui arriveraient, ils ne sont pas très nombreux en pourcentage, qui arriveraient dans le secondaire, ils feraient tout leur enseignement supérieur en français, à part des matières de lettres dans la faculté de lettres ou de géographie ou de droit, dans certaines facultés de droit, tous les enseignements se feront en français. Évidemment, ça a clashé et aujourd'hui je peux dire puisque j'enseigne depuis quelques années déjà et je vois passer des revues et de très nombreuses revues. Depuis combien de temps vous enseignez ? Depuis une trentaine d'années. Bon. Depuis une trentaine d'années, je vois passer nombre de copies d'examens pour des ingénieurs d'État que nous formons sur le plan du français, puisque nous enseignons en français. Je peux dire que c'est du niveau du cours de CM1, CM2 des années 60-70. C'est-à-dire un niveau qui ne permet pas de l'apprentissage, qui ne permet pas le transfert du savoir, qui ne permet pas l'épanouissement des étudiants pour rentrer dans la vie active. Il ne s'agit pas seulement de travailler dans une entreprise de textile ou de chaussures, mais il s'agit aussi de dialoguer avec des responsables internationaux, avec un certain nombre de partenaires étrangers, avec un langage qui se comprend. Cela ne se passe plus de la sorte. Deuxième élément, évidemment, ces enseignants qu'on recrute pour aller vers la formation, ils sont recrutés à partir de licences, licence générale ou licence dans des disciplines spécialisées, mais ils sortent aussi de cette école où l'arabe a été mal fait, a été mal enseigné, où il n'y a pas de français. Et lorsqu'il y a eu le français, c'est un enseignement qui s'est fait en dialectal, entre l'usage du français. Et évidemment, ces enseignants, on ne peut pas en sortir la qualité nécessaire pour changer la nature de l'élève. Déjà, ça c'est un problème de base qui est un problème de langue. C'est un problème qui est fondamental. Qui est fondamental, parce bien sûr. Je reviens à cette question. Aujourd'hui, maintenant près de 60 ans de l'indépendance du pays, discuter encore de la langue d'enseignement et discuter encore est-ce que ce sera le français ou l'arabe ou le dialectal, ça dit la problématique fondamentale que le système est en train de traverser. Aujourd'hui, on ne maîtrise aucune langue et donc on ne maîtrise plus l'enseignement. Ça, c'est un problème fondamental. Quand je vous ai posé la question, tout simplement, ça a l'air froid. Une année, vous me dites 2 semestres pour devenir enseignant, 9 mois. Est-ce que 9 mois pour devenir enseignant, c'est-à-dire moins de 36 semaines. Est-ce que je me pose la question, est-ce que moi, si je fais 9 mois, est-ce que je vais pouvoir devenir enseignant? Dans ma conception à moi, je peux même pas me dire qu'en 9 mois, je vais avoir les capacités d'apprendre les méthodes pédagogiques, d'avoir l'expérience nécessaire pour pouvoir appréhender des élèves, etc. La transmission, etc. Suivi. D'approfondir donc, comme vous l'avez bien dit, il s'agit d'une formation d'un enseignant qui va prendre en charge les élèves dans des écoles. Et à des niveaux différents, dans le primaire, le collège et le qualifiant. C'est une responsabilité. Oui, donc maintenant, on recrute, on passe le concours pour les licenciés. Ce sont quand même, on a un stagiaire avec une licence, parfois avec un master, parfois avec 2 licences comme elle a été dit. Donc, le concours se fait sur une base de présélection. D'abord, comme vous le savez, il y a une présélection à la base. Sur des notes. Sur la base de quoi? Sur la base des notes. C'est-à-dire d'un savoir, académique, scientifique, de discipline. Non, c'est la base d'un cursus de formation universitaire qui est à la base de 3 années de la discipline des stagiaires. Donc ça, c'est le premier pas. Et puis, il y a l'écrit. Et aussi, on passe à l'écrit dans la discipline et dans les sciences d'éducation. En français ou en arabe? Non, ça dépend de la discipline. Dans les maths, il y a les maths, il y a les SVT, il y a en français. Ouais, bien sûr, il y a supposé en français. Non, en arabe. Et certaines matières sont supposées en français. Attendez, on va faire une petite pause, ça va nous permettre d'éclaircir tout ça. Voilà. On se retrouve dans quelques instants.
De retour sur le plateau de 60 minutes pour comprendre, et on essaie de comprendre, alors c'est vrai que c'est gros, d'essayer de comprendre comment fonctionne notre système éducatif et surtout la formation de nos enseignants qui sont la base finalement, qui ont formé les générations de demain. Je vous posais la question, on est resté juste sur la petite confusion entre eux, j'ai pris l'exemple, prof de maths, c'est en quoi? C'est en arabe? C'est en français? C'est comment? En quoi il apprend? En quoi il apprend les maths? En quoi il apprend à apprendre les maths? Ça se passe comment? Écoutez, le concours s'organise selon les disciplines. Le concours, il se fait en arabe ou en français, ça dépend des disciplines. Quand il s'agit de langue française, eh bien, l'épreuve elle est faite en français. Quand il s'agit d'une épreuve en arabe, c'est en arabe. Quand il s'agit des maths, il se fait soit en français, soit en arabe. Pour le candidat, il doit choisir la façon dont laquelle il va répondre. Au niveau de la réponse, pour répondre, il peut choisir. Mais généralement, c'est l'arabe. Généralement, les sujets les épreuves de l'écrit sont en arabe dans les disciplines qui sont enseignées aujourd'hui dans nos établissements en arabe. C'est comme ça que ça doit se faire, se font les choses. Maintenant, comment est-ce qu'on fait la formation? Et quelle est la relation de la formation avec les décrets? C'est ça notre objet d'aujourd'hui. Mais il faut bien qu'on comprenne au niveau de la formation et qu'on comprenne la légitimité de ce décret. Avant ce décret, si vous pouvez, je peux vous donner l'exemple de 2013, 2014 et 2014 l'année dernière. En 2013, on n'a pas pu, puisque le concours est lié automatiquement au poste budgétaire de la loi de finances qui ne sont effectivement clair et adopté par le mois de novembre, début décembre, on commence l'année de formation au 27 décembre. C'est-à-dire qu'on n'a même pas une année de formation. On a commencé la formation au 27 décembre. Elle finit elle finit au mois de juin, la mi-juillet. Donc c'est court et c'est insuffisant et c'est aberrant. Ce qui a amené à cette réforme au niveau de ce décret de la séparation de la formation des recrutements, ça a été bien sûr convenable pour qu'on puisse commencer en septembre la formation, pour gagner 2 semaines, pour avoir une année de formation au moins. Mais cette formation, les stagiaires arrivent avec une licence, peut-être avec un autre diplôme de qualification des NS, mais avec plus d'une année de formation, puis ils sont normalement, quand ils sortent, même avec les décrets, l'ancien décret, ils sortent en tant que professeurs stagiaires pour au moins une année ou 2 années, pour avoir le CAPES. Donc, si vous comptez 3 années de formation universitaire, plus une année de formation au niveau des centres de formation, plus une année à 2 années d'accompagnement des inspecteurs dans l'établissement d'affectation, c'est 5 années. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. On va continuer là-dessus. Je reviens à la formation. Oui. À la formation, d'abord, l'enseignant était d'abord un élève. Lorsqu'il était élève, il a appris, ou il a étudié les maths, ou la physique, ou les sciences naturelles, en arabe. Lorsqu'il obtient son baccalauréat, à la faculté, on lui impose le français. Il doit étudier en français. Lorsqu'il passera le concours, il va intégrer le centre, le CRMF, il doit étudier soit en français, soit en arabe. Ça dépend des profs. Ça dépend des profs. À la sortie, il doit enseigner en arabe. À la sortie, lorsqu'il sera professeur au collège ou au lycée, ou même au primaire, il doit enseigner en arabe. Vous voyez? Donc ça vraiment, ça pose un grand problème, un problème de langue dans la formation. C'est ça ce qu'on appelle nos langues, c'est-à-dire il ne maîtrisera plus, il ne maîtrise ni l'arabe, ni le français. D'ailleurs, j'ai des collègues, je les ai déjà questionnés, par exemple en comptabilité, puisque je suis professeur d'économie, certains collègues qui étaient brillants, comment vous arrivez à voir ça? Ils m'ont dit, j'enseigne en dialecte. Je n'utilise ni l'arabe ni le français, le darija. Moi, j'explique aux élèves le darija. La nature horreur du vide. Donc, ça, c'est un grand problème. Je reviens juste sur le... Mais je reviens à la séparation. Le décret de séparation. Est-ce que vraiment l'objectif, ou bien les objectifs qui ont été
posés, ce sont les véritables objectifs. Est-ce qu'il n'y a pas un autre objectif? Alors, justement, j'essaie de décortiquer pour bien comprendre. On a bien vu le cursus de formation. Est-ce qu'il n'y a pas un autre objectif derrière cette décision? Parce que c'est une décision grave, oui, c'est une décision qui a maintenant des répercussions sur des milliers de diplômés qui ont voulu intégrer l'enseignement, qui voyaient, parce qu'il n'y a pas d'autres issues, donc c'est le seul issue, ils étaient obligés de passer le concours. Même certains savaient, d'autres ne savaient pas peut-être qu'il y a séparation entre la formation et l'intégration justement dans l'enseignement. Donc, mais après, lorsqu'ils se sont regroupés, lorsqu'ils ont passé les informations entre eux, lorsqu'ils ont discuté, ils ont débattu, et surtout lorsqu'ils ont constaté la victoire des étudiants médecins. Et donc ils se sont encouragés donc à revendiquer justement. Alors, vous avez dit quelque chose qui peut faire froid dans le dos, c'est ils n'ont pas d'autre issue. Est-ce que l'enseignement, devenir professeur, enseigner, est-ce que ça doit être une voie lorsqu'on a épuisé, lorsqu'on cherche un travail? Si on prend des sociétés où on a prôné l'excellence, bon, on peut comparer ce qui est comparable, mais si on prend le Japon, si on prend la Norvège, on est complètement sur une pyramide qui est tout à fait à l'envers. On choisit à l'entrée vraiment les meilleurs, des meilleurs, de la crème. Voilà, c'est pas une voie à la fin. Là, vous avez cumulé le nombre d'années en me disant 5 ans. Mais si on isole le nombre d'années où on apprend à être enseignant, ça fait 9 mois. On est bien d'accord, ça fait 9 mois à apprendre à être enseignant. Si on fait un comparatif, juste pour avoir le CAPES en France, c'est quoi? Je pense que c'est... On est sur 5 ans, où on apprend en même temps... Avec le problème de la langue en moins. Le problème de la langue en moins. Une acquisition du français. Un bachelier français, évidemment, c'est du niveau d'un... J'allais dire un parlementaire marocain, mais bon, ça se bon, peut ça, pas. Vous allez vous faire des amis. C'est-à-dire, non, la comparaison ne peut pas se faire sur ce niveau-là. Non, dans le concept. On est à 5-6 ans, puis avec un suivi après au niveau des académies, au niveau du ministère, avec un nombre incalculable de contrôles, puis après avec des incitations salariales extrêmement importantes, et puis des formations au niveau d'organismes, d'associations, de syndicats, formation de contenu et ainsi de suite. Il n'y a pas de comparaison possible. Alors je reviens à cette question en fait. À mon avis, s'il y avait quelque chose pour lequel le chef du gouvernement devait justement dire son fait au ministre de l'Éducation nationale, c'est peut-être sur ces 2 décrets. Parce que la question de la langue se pose dans tous les cas de figure, on voit bien qu'elle se pose. Et si on ne résout pas ce problème, il y a une levée de bouclier, il y a des réactions si on ne pose pas, on ne tranche pas définitivement cette question, on continuera de traîner un gros boulet pour de longues décennies, pas seulement pour des années. Alors cette histoire-là, en fait, si on avait voulu seulement une simple concordance entre recrutement et puis disposition des postes budgétaires, ça aurait pu se faire d'une façon technique, c'est tout simple. Mais là, il y a aussi une réduction salariale importante. Et lorsqu'on dit à ces candidats à l'enseignement que voilà ce que vous valez, plus grand monde ne viendra à l'enseignement. Et lorsque par ailleurs le ministre de l'Enseignement supérieur et le gouvernement dans son ensemble soutient qu'il y a un effort social important parce qu'on aura augmenté les bourses et ainsi de suite. Or là, on est dans le contre-exemple absolu. Dans le contre-exemple absolu, on s'abaisse à abaisser justement des bourses de 2400 à 1200 dirhams par mois. C'est insignifiant. C'est insignifiant, sauf que ça dit l'obligation où l'État se trouve, où le gouvernement se trouve, de restreindre le déficit budgétaire. Les augmentations des factures de l'eau, de l'assainissement, qui ont été confirmées d'ailleurs, qui vont encore augmenter au début du mois de janvier prochain, vont dans le même sens. D'autres décisions vont également dans le même sens. Et l'idée, c'est de dire, double idée, c'est d'abaisser les engagements financiers au niveau de l'enseignement public, aussi bien dans le ministère de l'Éducation nationale que dans l'enseignement supérieur, puis de dire aux gens, allez vers le privé. Et donc, on a finalement une motivation essentiellement financière, essentiellement budgétaire, et que la qualité de l'enseignement, à la limite, ça n'est pas là la problématique, d'autant que, par ailleurs, cet enseignant, une fois qu'il est formé,
On l'envoie dans une campagne perdue, dans une école où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de porte, il n'y a pas d'équipement, où il a parfois 4-5 niveaux d'enseignement, où parfois on lui dit il suffit de noter les élèves comme vous voulez, comme ça. Il quitte le système parce qu'on a besoin de places de classe pour pouvoir remplir, pour pouvoir avoir ce taux d'inscription au début de chaque année. Et donc je reviens à la question de la gouvernance du système éducatif, parce que la question de la formation est une simple composante de l'ensemble de la question liée à ces composantes importantes, bien évidemment. La formation et la formation continue. Ce premier décret, qu'on comprenne, bon, vous avez bien souligné le problème de gouvernance, je pense, mais au niveau de ce premier décret, c'est quoi l'argument? C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes en train de nous dire qu'il faut une autre sélection à la sortie. Mais c'est pas, on a l'impression que c'est un pansement sur une jambe de bois. C'est-à-dire qu'en gros, on va encore plus sélectionner, mais à la sortie d'une formation qui n'est pas de toute façon suffisante. Je pense qu'on devrait quand même reconnaître que la formation qui se fait aujourd'hui au niveau des centres de formation, avec la qualité des enseignants qui sont en poste, avec l'effort fourni par l'ensemble des staffs administratifs, il y a un ensemble de partenaires de la formation. Il ne faut pas sous-estimer la formation qui se fait aujourd'hui au niveau des centres de formation. Bien sûr, il y a les enseignants, nous avons des chercheurs, nous avons des agrégés, nous avons des enseignants d'enseignement secondaire et qui ont bien sûr un recul important de qualité de formation et de la pertinence de ce qui se fait aujourd'hui au niveau du système éducatif. Et aussi, nous avons des stages. Quand ils arrivent dans les centres de formation, il y a le côté d'encadrement de la discipline, mais il y a aussi les stages qui se font dans les établissements. Et ces enseignants sont pris en charge par des anciens enseignants en classe et qui leur apprennent de bonnes pratiques au niveau des apprentissages des élèves selon le cycle de formation. Qui perpétuent des pratiques plutôt, non, qui perpétuent ou qui apprennent. Moi, je veux juste comprendre. On dresse un tableau, je pense que tout le monde a été unanime. Sa Majesté a souligné la vision stratégique qui a été formulée dans ce sens-là. Est-ce qu'on doit rester encore une fois? Mais on est dans le commencement. Non, mais je pose la question tout simplement. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui... Je continue quand même à vous expliquer comment se fait la formation. Il ne faut pas sous-estimer, j'ai dit, la formation et les efforts fournis par le staff des enseignants et le staff des conseillers pédagogiques dans les établissements. Il y a des inspecteurs qui interviennent dans ce domaine-là. Il y a des évaluations en interne, il y a des contrôles continus, il y a tout un ensemble, un système de formation et qui est bien sûr soumis à un contrôle directement par les formateurs. Les formateurs sont là. Et ce ne sont pas des gens qui négligent ou qui veulent faire n'importe quoi, qui connaissent vraiment aujourd'hui la problématique. Ils veulent s'inscrire dans la dynamique de la réforme. Ils ont bien sûr besoin de beaucoup de choses au niveau des leviers qui peuvent mener à réussir bien sûr ce projet de la réforme. Mais la formation qui se fait aujourd'hui au niveau des centres de CMF nous donne quand même des enseignants avec des profils de sortie adéquats, convenables, selon bien sûr ce qu'on a dans notre système. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, écoutez, je vais continuer. Nous ne sommes pas dans un stade stable de dire aujourd'hui que tous les enseignants qui sortent bien sûr des centres de formation ont ce recul d'un enseignant expérimenté. Ils doivent suivre, ils sont dans l'obligation d'être accompagnés dans les établissements par les inspecteurs. Mais quand même, avant ce décret-là, je vous ai déjà dit qu'on n'a même pas cette possibilité de 2 semestres. Nous n'avons pas cette possibilité, puisqu'on nous attendons toujours. On ne peut organiser le concours. Écoutez, je vais vous dire. On a organisé le concours au mois de juillet. Je vous ai laissé pas. Juste pour qu'on comprenne. Ce que vous êtes en train de me dire, que c'est un paramétrage. On a l'impression que c'est un paramétrage qui, sous couvert d'une considération pédagogique, va paramétrer en fait des considérations financière. C'est-à-dire qu'en gros, vous rajoutez un concours pour pouvoir rajouter quelques mois dans la formation. Est-ce que c'est par là qu'on doit passer? Au niveau de la formation, il y a bien sûr, au centre bien sûr des métiers de formation de l'éducation nationale, il y a bien sûr des profs compétents. Il y a des compétences. Il y a un bon encadrement. On ne peut pas critiquer nos collègues qui travaillent dans ce centre. On n'a jamais dit le contraire. On est en train de vraiment parler de pédagogie et il y a d'enseignement de la toujours un pédagogie. mais. Il y a les conditions. Les conditions de travail de ces profs d'ailleurs, qui méritent toujours
actuellement, Mais les pas profs seulement dans de les centre, centres de formation, et les conditions de formation des ingénieurs, Laissez parler, s'il vous plaît. Allez-y. Beaucoup de centres n'ont pas d'internat. Donc les professeurs stagiaires doivent louer des maisons pour habiter, ils doivent se débrouiller pour manger. Avec une bourse de 1200 dirhams, on se demande comment vont faire ces professeurs stagiaires et comment vont donner beaucoup plus de temps à leur travail, à la réflexion, à l'étude, à l'apprentissage, etc. Donc ça pose vraiment des problèmes au niveau des conditions de formation. Il n'y a pas de conditions minimales, je ne dis pas nécessairement, il n'y a même pas les conditions minimales en ce qui concerne les professeurs stagiaires ou bien ce qu'on appelle actuellement les étudiants professeurs, d'après le décret. Et ça, c'est un autre problème, puisqu'à l'entrée, on leur a donné un imprimé sur lequel ils ont signé, parce que certains m'ont expliqué, je signe X professeurs stagiaires. Actuellement, on leur dit, d'après le décret, vous n'êtes pas des professeurs stagiaires, vous êtes des étudiants professeurs. Donc ça, c'est déjà la différence de la sémantique est importante, vous allez y arriver. Voilà. Donc, alors, ici se pose bien sûr le problème de la qualité de la formation, le profil, justement le profil du prof qu'on devait avoir, les raisons, et aussi le problème des raisons qui ont poussé le ministère à prendre cette décision, donc à concevoir ce décret justement qui a entraîné tout ce problème. Et donc ici, le ministère est responsable de ce problème. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui a créé ce problème. Si le ministère, par exemple, a décidé et a dit dans l'appel aux candidats que vous allez passer, ceux qui veulent passer le concours d'entrée dans l'enseignement, on va former 7000 et on va intégrer 7000. Il n'y aura pas de problème. Actuellement, il n'y aurait aucun problème. Peut-être. Pourquoi? Parce qu'il y a un examen de sortie normalement. Alors, ceux qui ne sont pas compétents, ceux qui ne sont pas au niveau, ceux qui n'ont pas le minimum de formation pour devenir enseignants, ceux qui n'ont pas la vocation d'être enseignants, à l'examen de sortie, on peut les éliminer. Logiquement, il n'y aura pas de problème. Mais lorsqu'on dit dès le départ, on vous forme, non pas pour intégrer l'enseignement, pour participer à un concours. Vous allez chercher ailleurs, on va prendre une partie, les autres doivent chercher ailleurs. Pourquoi? Parce que déjà avec l'ancien ministre, de l'Éducation nationale, M. Bouafa, il a décidé, il a bien sûr avec la note qui a été célèbre, d'interdire aux profs d'enseignement public d'enseigner dans les établissements privés. Les opérateurs de privé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, il faut nous donner un délai. Nous n'avons pas de profs formés. Il nous faut un délai au moins de 2 ans ou 3 ans. Alors le ministre à l'époque, il a promis à ses opérateurs qu'on va vous former les enseignants nécessaires. Et je crois, je ne sais pas, que ce décret, l'un des objectifs de ce décret justement, c'est justement de mettre à la disponibilité des établissements privés un ensemble de milliers d'enseignants qui peuvent enseigner dans n'importe quelles conditions. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion hier, par hasard, de rencontrer certains qui étaient dans la marche. Je leur demandais jusqu'où vous pouvez aller avec ce combat. Ils m'ont dit, nous allons jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que certains d'autres m'ont dit que nous avons déjà travaillé dans l'enseignement privé, dans les établissements privés, 5 ans, 6 ans, 7 ans. On nous donne 1000 dirhams et moins de 1000 dirhams par mois, avec une licence générale et une licence professionnelle. Et certains ont des masters. Alors, comment voulez-vous que nous allons intégrer l'enseignement privé? Je vais revenir, en fait, il y a de la cohérence dans ce qui est décidé. De la cohérence, il y a de l'incohérence. Il y a un discours officiel avec une approche officielle, ou il y a un discours non officiel ou non dit avec une approche effective. Et l'approche effective, en fait, on la voit à travers les chiffres, parce qu'il y a des données qui sont fournies un peu partout. Et je reviens à la charte de l'enseignement et éducation de Feu Abdelaziz Belfqi, la fin du siècle dernier. Ça suivait un discours de Feu Hassan II qui parlait de crise cardiaque. Et en fait, la crise cardiaque, c'était pour dire on en a assez d'avoir un système éducatif gratuit. Il faut que le système devienne payant. Et aujourd'hui, le Maroc a été l'un des premiers pays à avoir été pointé par les Nations Unies au mois de septembre dernier
disant que le processus de privatisation de l'éducation dans ce pays va exclure du système toutes les catégories qui n'ont pas les ressources pour se fournir un niveau éducatif suffisant pour eux-mêmes et pour la communauté. C'est la première fois qu'un pays est pointé du doigt par les Nations Unies pour ce genre de démarche. Lorsqu'on revient aux chiffres, ils sont très clairs. Depuis quelques années, on parle de ce qu'on appelle l'aubaine démographique. C'est quoi l'aubaine démographique? C'est le fait que le nombre d'enfants à scolariser est en train de baisser. Et justement, avec ce qu'on appelle la transition démographique, ce nombre a commencé à baisser depuis quelques années déjà. Et on estime que d'ici à 2017, il va baisser d'à peu près 1 million de personnes. On en est aujourd'hui à peu près 6,5 millions d'enfants scolarisables. En 2017, on sera à peu près 5,8 millions d'enfants scolarisables. Donc le poids démographique n'est plus aussi important pour avoir des implications financières importantes. On peut à la limite, avec ce qu'il y a, fonctionner déjà en recyclant ceux qui sont déjà dans le système et en formant un certain nombre. Mais le problème est que la démarche qui est suivie depuis bientôt 15 ans, c'est d'envoyer les gens dans le privé. Et lorsque vous avez les statistiques qui sont publiées par les organismes officiels marocains, le ministère de l'Éducation nationale, le Haut Commissaire européen au plan et ainsi de suite, qu'est-ce qu'on constate? C'est que entre 2005 et 2013, le nombre d'élèves dans l'école publique marocaine, a baissé de 182 000 élèves. Dans le même temps, le nombre d'élèves dans les écoles privées a augmenté de 47%. Et dans le même temps, le nombre d'élèves dans les écoles privées est passé de 7% d'élèves à 13% de l'ensemble d'élèves scolarisables. Et avec évidemment une prédominance Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Fès et ainsi de suite. L'idée, c'est justement de faire passer quasiment l'ensemble. Et on prévoit qu'il y aurait 20% d'élèves dans le privé à l'horizon 2020. Et donc c'est ça, en fait, derrière le décret d'abaissement surtout de la subvention, et puis derrière les complications administratives qui sont posées, et puis le fait derrière d'autres éléments qui ont cours un peu partout, aussi bien celles qui sont déclarées que ceux qui ne sont pas déclarés, le fait de faire fuir les élèves du public vers le privé. Or, dans cette démarche, dans la démarche qui est la nôtre aujourd'hui, dans un pays qui est le nôtre, j'en ai parlé au début, c'est le problème majeur. C'est le problème majeur. Si on ne résout pas le problème de l'école, et si aujourd'hui on ne change pas la qualité de l'enseignement, si on n'améliore pas le recrutement, il n'y a pas besoin d'interdire le secteur privé, on n'a pas besoin de l'interdire. On a besoin de faire une offre publique concurrente, performante, compétitive, avec un relèvement du niveau de la qualité des enseignants, avec un certain nombre d'éléments qui vont suivre la programmation, le suivi, et ainsi de suite. Et à partir de là, on peut y arriver à moyen terme. Et si on ne prend pas cette démarche, on restera dans ces problèmes d'intendance pendant encore de très longues années. D'accord. Et seulement pour revenir, pour faire un petit peu un éclaircissement sur la formation que je l'ai expliqué, mais aussi sur son nombre de postes budgétaires, c'est-à-dire 7000 postes budgétaires est égal à 7000 stagiaires, est égal à 7000 recrues. Est-ce qu'avec ce système-là, qu'on pourra aujourd'hui former des enseignants de qualité? Qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'un stagiaire passe le concours d'entrée et se trouve dans un centre de formation et il va directement, il sait déjà le résultat qu'il va être affecté dans un établissement. Est-ce qu'il va y avoir une évaluation, une formation, des efforts à fournir? A priori, non. Oui, donc voilà. Et à partir de là, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, l'année dernière, nous avions 7000 postes, ou bien 8000 postes, 8000 stagiaires. Donc j'ai dit en 2013, nous avions 7000 et nous n'avons pu ouvrir les centres de formation qu'en 27 décembre. Donc c'est une catastrophe. Former en un mois, vous aviez dit que c'est insuffisant. En une année, c'est encore insuffisant. Il y a bien sûr des propositions qui parlaient de 2 ans de formation. De 2 ans de formation pour ce profil d'enseignant. Maintenant, pour revenir seulement à 9 mois, à 2 semestres, il a fallu quand même séparer, séparer au moins, si ça peut se voir de manière technique, mais pour nous qui sommes dans les centres de formation, qui souffraient quand est-ce qu'on va commencer l'année de formation? Il faut attendre la loi de finances. La loi de finances n'est votée qu'en fin de novembre.
Quand est-ce qu'on va faire le concours? On va en décembre, mais quand même, en novembre, on connaît déjà le nombre de postes budgétaires. Mais mais ils ne sont libérés qu'en mois de décembre. L'année dernière, on a fait le concours, on a organisé le concours au mois de juillet, et on a commencé en 4 septembre, la formation a commencé, mais qu'est-ce qui s'est passé? La loi de finances de 2015 n'avait pas octroyé le nombre de postes suffisant de 8 000, il a octroyé seulement 7 000, et nous avions un grand problème à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on va faire avec les 1000 stagiaires qui vont rester? Et donc, c'est ça l'un des critères essentiels pour moi en tant que pédagogue et gestionnaire d'un centre de formation, avec bien sûr les staffs qui sont avec moi, qui sont soit des administrations, soit des enseignants. Et on devrait se libérer. En fait, ce décret nous a libérés en tant que formateur et en tant qu'établissement de formation. On devrait pas, on était hypothéqué par les postes budgétaires. La formation du recrutement. On était hypothéqué par la loi de finances, alors que nous n'avons aucune relation avec la loi de finances en tant que centre de formation. La faculté n'est pas hypothéquée par le nombre de bourses et tout le monde doit commencer en septembre. En fait, ce décret, l'un des côtés positifs, c'est qu'il nous a libérés. Le deuxième, c'est qu'on commence l'année en septembre. Le troisième, c'est que bien sûr, il y a une évaluation en interne qui est faite par l'ensemble, par les formateurs que je félicite de cette émission-là, mais un système qui se respecte ne doit pas se suffire d'une évaluation interne. Il faut qu'il y ait une évaluation externe et plusieurs systèmes pour qu'il y ait une qualité à la fin. Normalement, il devrait y avoir une évaluation externe. C'est le concours de recrutement qui devrait se faire après le diplôme. Et pour pouvoir avoir ce panel pour qu'on puisse dénicher et chercher les meilleurs de nos enseignants pour nos élèves et nos autres étudiants, nous devrions bien sûr aujourd'hui séparer cette formation. Et nulle part, ça n'a jamais été, il n'y avait pas directement, une fois la validation des modules, il y avait toujours un examen de sortie. Et ça a été considéré comme un concours. Oui. Alors, je dois ici donner un point de vue. Lorsque j'ai lu le décret, parce que au bureau national du syndicat national d'enseignement de la CDT, nous avons bien sûr examiné les 2 décrets, nous les avons étudiés, nous sommes posés un certain nombre de questions. Parmi les questions que nous sommes posées, par exemple, est-ce qu'on peut concevoir, est-ce qu'on peut admettre, par exemple, que le ministère de l'Intérieur va organiser un concours pour les polices, pour les agents de sécurité, et à la fin de la formation, une partie de ces agents, il va les laisser pour les compagnies privées de sécurité. Il va leur dire... La comparaison, finalement, un petit peu, non. Oui. Je parle d'un secteur public, du ministère, bien sûr, qui marche avec l'argent public, mais qui forme, en plus des facilités données au secteur privé, pour encourager encore plus ce qu'on appelle l'économie de rente, de mettre à la disposition de ce secteur des enseignants à bas prix. Des enseignants à bas prix. Ça, c'est un autre point pour la formation. Lorsqu'on fait la présélection, on fait le concours d'entrée, ensuite on fait la formation. Et dans cette formation, elle doit préparer un rapport de stage, un rapport sur le stage, un rapport de fin d'études. Donc ils font des stages de formation et à la fin, avant, ils passaient un examen de sortie. Ceux qui ne réussissent pas dans l'examen de sortie, ils ne seront pas affectés. C'est ça la logique. Ils ne seront pas affectés. Voilà. Pourquoi non, ça, c'est pas l'examen de sortie. Ça, on décide. Non, c'est ce que se faisait avant. C'est ce que se faisait avant. Et c'était logique. Et c'est logique. Ceux qui ne réussissent pas, donc qui ne peuvent pas être enseignants, ils vont ailleurs. Ils vont chercher un autre emploi. Ce qui n'ont pas la vocation. Pourquoi compliquer? Est-ce qu'il faut, c'est pas parce qu'il nous reste 1 minute, et je voudrais juste répondre concrètement à la question que je vais vous poser. Est-ce qu'il faut avoir une vocation d'enseignant public, une vocation d'enseignant privé? Parce que si je suis votre logique, en gros, il faudrait qu'il y ait... c'est pas ça. On est enseignant. On est enseignant, que ce soit pour le public ou le privé. Sauf que... je pose la question. Sauf qu'aujourd'hui, le système a été tellement dévoyé
à un point tel qu'on a cette approche. Un enseignant du privé est supposé être meilleur qualitativement parlant, est supposé faire réussir ses élèves plus que le public. Or, 85% des enseignants du privé viennent du public. Ils ne vont au privé que parce qu'ils sont au public. Et cela se passe aussi bien dans l'école secondaire que dans l'enseignement supérieur. Et s'il n'y avait pas d'enseignants du supérieur pour enseigner dans les universités privées, il n'y aurait pas d'université privée. Et je peux vous dire à titre de comparaison qu'un enseignant du public, lorsqu'il enseigne dans le public, il gagne 7 à 10 fois plus que ce qu'il gagnerait dans le privé. Merci, ça sera le dernier mot. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Les 60 minutes sont écoulées. Je vous souhaite une excellente soirée sur Médien TV. Ne ratez pas la rediffusion comme d'habitude. Si vous nous avez pris en route, excellent week-end. À lundi.